Salut à tous, c'est Nico, et dans cette petite vidéo du jour, je vais vous donner quelques petites astuces de jeu pour bien exploiter certaines règles de Warhammer 40 000, plutôt dans une optique de jeu égal et d'optimiser votre manière de jouer sur la table. Alors les règles de Warhammer 40 000, globalement, quand vous les lisez comme ça paraît relativement simple, mais en fait il y a plein de petits trucs un peu cachés, des machins qui sont pas écrits tels quels, et des choses qu'il faut déduire en lisant entre les lignes. Ça veut dire qu'un joueur qui démarre, il peut juste prendre les règles et jouer simplement, mais quand vous commencez à vouloir progresser dans le jeu, et quand vous commencez à vouloir vraiment exploiter au mieux toutes les mécaniques, eh bien il y a plein de petites astuces que vous pouvez faire. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner certaines de ces petites astuces. Si vous êtes joueur expérimenté, vous les connaissez déjà probablement, mais si vous démarrez dans le jeu, ça sera probablement assez utile pour vous. C'est évidemment plutôt dans une optique de jeu égal ou d'optimiser votre manière de jouer sur la table. Si vous jouez en partie amicale purement narrative, ça aura beaucoup moins d'intérêt. Donc on va parler de la bonne utilisation des transports, de bien gérer vos charges, de bien gérer vos replis, de bien gérer des stratagèmes, etc., etc. Alors on va commencer par la règle qu'on appelle souvent le sticky objectif, que certains appellent l'objectif bouton ou objectif collant. C'est pas une règle universelle, c'est pas un truc qui existe comme un mot-clé d'unité, ça devrait probablement l'être, mais la plupart du temps c'est une règle qui est écrite de la même manière. Quand vous avez contrôlé un pion d'objectif à la fin de votre phase de commandement, vous gardez le contrôle de cet objectif jusqu'à ce que l'adversaire ait un contrôle d'objectif supérieur au vôtre au début ou à la fin de n'importe quel tour. Donc ça veut dire que, une fois que vous avez contrôlé l'objectif en fin de phase de commandement, si vous n'avez plus personne sur l'objectif, vous continuez à scorer des points avec cet objectif jusqu'à ce que l'adversaire mette au moins un point de contrôle d'objectif dessus. Il y a aussi des variantes de cette règle qui se déclenchent sur des stratagèmes, par exemple quand une unité est détruite à portée d'un objectif au tir ou au corps à corps. Il y en a qui ont ça en règle d'unité, des stratagèmes à utiliser en phase de commandement pour le donner à une unité, etc. C'est une règle qu'on retrouve dans beaucoup d'armées, pas toutes, mais beaucoup d'armées longs. Les intercessors classiques Space Marine y ont accès, les guerriers des Cabales en Drukhari, vous avez les Boys Orcs qui ont ça aussi. Bref, il y a pas mal d'armées qui ont droit à cette petite règle qui est effectivement très très utile. Maintenant, il y a une interaction qu'on oublie souvent, c'est que l'adversaire doit avoir plus de contrôle d'objectif que vous sur l'objectif pour le reprendre. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir rendu un objectif sticky, l'avoir rendu collant, tout en laissant des figurines dessus. Vous n'êtes pas obligé de partir de cet objectif. Donc sur l'exemple de droite, par exemple, j'avais fait un sticky, mes guerriers cabalites étaient sur l'objectif, ils l'ont rendu collant, mais ils en sont partis. Les intercesseurs qui se sont posés dessus l'ont donc repris. Il y a 3 figurines OC2, il a 6 d'OC, moi actuellement j'ai OC 0, donc il dépasse mon contrôle d'objectif, donc il me le reprend. Mais par contre, si j'ai toujours mes 5 guerriers sur l'objectif alors que je l'ai sticky, l'adversaire, lui, il a amené 5 intercesseurs d'assaut qui sont chacun OC2, donc lui aussi, il a 10 d'OC sur l'objectif, tout comme moi qui ai 10 d'OC avec 5 guerriers cabalites, chacun est OC2. Donc on a tous les deux 10 d'OC. On pourrait se dire, bah dans ce cas-là, l'objectif est contesté, et moi, joueur Drukhari, je ne vais pas marquer de points pour cet objectif à mon tour. Eh bien si, je vais bien marquer des points, parce que comme j'avais mis cet objectif en sticky, il était collant, il est à moi, puisque l'adversaire doit dépasser mon contrôle d'objectif à la fin du tour pour me le reprendre. En l'occurrence, il ne le dépasse pas, il l'égalise seulement, ce qui veut dire qu'il ne me le reprend pas. Pour me le reprendre, il faudrait qu'il mette au moins un dossier de plus que ce que j'ai actuellement sur cet objectif. J'ai 10, il a 10, j'en garde le contrôle puisqu'il n'a pas dépassé mon OC. Un autre exemple, j'ai fait ce sticky objectif avec mes guerriers cabalites sur cet objectif. Ils en sont partis, mais à la place, j'ai amené un raider. C'est le transport bateau, là, c'est OC2. L'adversaire a un intercesseur d'assaut qui est OC2. Et bien, comme j'avais sticky cet objectif, on est toujours tous les deux OC2, et donc il ne me reprend pas l'objectif, j'en garde le contrôle. Même si l'unité qui est dessus n'est plus la même, on s'en moque, l'objectif reste sous mon contrôle, puisque l'adversaire n'a pas dépassé mon total de contrôle d'objectif à la fin du tour. Donc en gros, partez du principe que le sticky objectif, c'est ce qu'on m'a dit un peu dans la scène compétitive, c'est le sticky objectif, c'est OC plus 0,5. En gros, quand vous avez cette règle, vous avez votre OC actuel plus un demi-point d'OC. Donc si vous n'avez rien dessus, l'adversaire peut reprendre avec OC1. Si par contre vous avez vos figurines dessus, l'adversaire doit absolument dépasser votre OC, pas juste l'égaliser pour vous contester l'objectif, sinon vous continuez à le conserver.
Autre petite astuce, c'est l'arrivée précipitée. Alors vous connaissez sans doute l'utilisation de ce stratagème, il est très utile, ça vous permet de poser une unité à la fin de la phase de mouvement du tour adverse. Ça veut dire que vous pouvez placer une unité en frappe en profondeur ou le long d'un bord de table si vous n'avez pas frappe en profondeur, à la fin de la phase de mouvement adverse. Donc vous pouvez placer une grosse unité qui avait très peu de mouvement, là où elle pourra, à votre prochain tour, bouger, tirer, charger, ou vous pouvez placer une unité très mobile, mais plus en arrière, à un endroit où elle pourra bouger rapidement, puis charger quelque chose chez votre adversaire, par exemple. Ça, ce sont des utilisations agressives de ce stratagème, qui vous permettent de mettre des choses qui vont menacer l'ennemi pendant son tour, et de gagner en mobilité à votre propre tour. Mais vous pouvez aussi utiliser ce stratagème plutôt de manière défensive. Si votre adversaire s'est positionné pour charger une unité qu'il va probablement zigouiller, vous pouvez le punir en utilisant l'arrivée précipitée ou le dissuader de faire sa charge. Alors, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas mettre cette unité en arrivée précipitée en cordon devant l'ennemi pour l'empêcher de charger. Parce que souvent, quand l'adversaire veut vous charger, il est à moins de 9 pouces. Vous, quand vous arrivez en arrivée précipitée, vous devez être à 9 pouces, ou enfin plus de 9 pouces de l'adversaire. Ça fait partie des règles du jeu. Même les unités qui ont une frappe en profondeur, par exemple à 6 pouces, en général, cette frappe en profondeur à 6 pouces ne marche que durant votre propre phase de renfort, pas en arrivée précipitée. Si vous jouez des Terminators du linceul de la Death Guard, par exemple, vous pouvez pas les faire arriver à 6 pouces pendant la phase de mouvement adverse. Si vous jouez des Inceptor Space Marines, vous pouvez pas les faire arriver à 6 pouces pendant la phase de mouvement adverse. C'est que pendant votre propre phase de mouvement qu'ils peuvent utiliser cette règle. Donc vous aurez du mal à faire un cordon pour empêcher la charge de l'ennemi. Là, par exemple, j'ai fait arriver sur la droite mes deux Talos, là, les deux gros monstres avec les socles transparents, à 9 pouces des intercesseurs d'assaut qui veulent venir charger mes petits guerriers Kabalites. Ce qui veut dire que quand l'adversaire va charger mon unité, eh bien moi je vais être à 6 pouces d'eux. Et quand je suis à 6 pouces de l'unité ennemie, eh bien je peux tenter une intervention héroïque, ce qui me permet de contrecharger durant le tour adverse. Donc vous faites une arrivée précipitée à quelques pouces de l'unité qui va se faire charger, donc à moins de 6 pouces de là où l'adversaire va devoir amener ses figurines quand il aura fini de charger, et si l'adversaire vous charge, eh bien vous faites une intervention héroïque et vous le contrechargez. Donc là, sur la droite, vous voyez, je suis bien à 6 pouces de là où l'adversaire a pu placer ses figurines après sa charge, je peux donc tenter une intervention héroïque. Maintenant, dans l'idéal, il y a quelques trucs à respecter là-dedans. D'abord, essayez de, si vous le pouvez en tout cas, faire cette arrivée précipitée et cette intervention héroïque, on va appeler ça une arrivée héroïque. Faites cette arrivée héroïque avec une unité qui a combat en premier, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, c'est vous qui allez taper avant l'ennemi. Je rappelle que quand vous faites une intervention héroïque, vous ne gagnez pas le bonus de charge, donc vous ne gagnez pas combat en premier, donc ce n'est pas vous qui allez taper d'abord. Vous êtes bien dans le tour de l'adversaire, il a chargé, il a donc gagné combat en premier, donc c'est lui qui tape d'abord. Donc l'unité avec laquelle vous avez contrechargé, il va peut-être vous la tuer. Donc ça, il faut y faire attention. Mais si par contre, vous faites l'intervention héroïque avec une unité qui a combat en premier, dans ce cas-là, vous avez la règle nativement, vous êtes dans le tour de l'adversaire, c'est donc à vous de taper en premier, et donc vous allez frapper avant l'unité qui a chargé. Essayez aussi de bien positionner votre unité qui arrive en arrivée précipitée, de manière à ce que l'adversaire ne puisse pas l'esquiver. Il pourrait suffire qu'il fasse une petite charge sur le côté qui l'amène à 7 ou 8 pouces de votre unité qui est arrivée en arrivée précipitée, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire votre intervention héroïque puisque vous êtes à plus de 6 pouces. Et essayez aussi de ne pas faire votre arrivée précipitée en ligne de vue d'un truc qui va vous défoncer au tir. N'oubliez pas, vous arrivez à la fin de la phase de mouvement adverse, mais donc il n'a pas encore tiré. Donc si vous faites arriver votre unité devant un truc qui a la capacité de vous exploser au tir, eh bien il va vous exploser au tir, et donc vous avez juste perdu une unité gratos. Attention aussi à ne pas faire une intervention héroïque, enfin arrivée précipitée puis intervention héroïque, avec une unité que l'adversaire pourrait vouloir taper. Sinon, il va juste taper sur cette unité d'abord et la tuer, et vous aurez perdu du coup une unité pour rien. Donc là, par exemple, sur l'exemple de droite, il a chargé avec ses intercesseurs d'assaut sur mes petits guerriers Kabalites. Il va évidemment les dégommer, puisque les guerriers Kabalites contre des épées tronçonneuses, ça sert à rien. Par contre, il pourrait taper dans Métalos d'abord, mais Métalos c'est endurance 7, 7 points de vie chacun, sauvegarde à 3 et insensible à 5, donc même avec 20 attaques d'épée tronçonneuse en force 4 PA-1 dégâts 1, il a aucune chance, probablement même pas d'en tuer un seul, alors que mes attaques de Talos, elles en retour, vont le défoncer et tuer toute son unité. Donc globalement, c'est une menace qui fait que l'adversaire va peut-être ne pas charger, ou ne même pas tenter de s'approcher pour faire cette charge parce qu'il sait que vous pouvez faire cette manœuvre derrière. N'oubliez pas par contre, ça va vous coûter 2 points de commandement, 1 point pour l'arrivée précipitée et 1 point pour l'intervention héroïque,
Donc à moins que vous ayez beaucoup de CP ou la manière d'utiliser des stratagèmes gratuitement, ça risque de vous coûter un peu cher. On a ensuite là le fait de faire des charges courtes. Alors vous allez me dire, souvent quand on veut charger, on veut faire le plus long jet de charge possible, hein. Le but c'est bien d'atteindre l'adversaire et de mettre le plus de figurines à portée d'engagement de l'adversaire. Mais il y a des fois où faire une charge plus courte, eh ben c'est mieux que de faire une charge plus longue. Si vous êtes positionné à quelques pouces de l'adversaire, vous n'avez peut-être besoin que d'une charge à 3, 4 ou 5. Ça vous permettrait d'aller coller à l'ennemi, de le taper, et puis ensuite potentiellement une fois qu'il est mort, de consolider vers un objectif derrière un mur, et donc de vous recacher, plutôt que d'aller faire une charge très longue qui va vous obliger à encercler l'ennemi, et donc vous retrouver visible puisque vous ne pourrez pas consolider de l'autre côté d'un mur par exemple. N'oubliez pas hein, que quand vous faites votre charge, si vous pouvez socler l'adversaire, vous devez aller au socle à socle. Donc une longue charge va vous obliger à aller encercler l'ennemi. Et du coup, quand vous voudrez consolider derrière pour vous recacher en allant vers un objectif qui est derrière un mur, eh bien vous ne pourrez pas. Donc il y a des fois, vous allez faire une charge longue, si vous avez la capacité de relancer cette charge, il y a des fois ça vaut le coup pour essayer de faire un plus petit jet, si ça permet à votre unité de se recacher après. Si par exemple une charge à 4 vous suffit mais que vous faites une charge à 8, eh bien ça vous arrange pas, vous allez devoir encercler toute l'unité. Si vous pouvez relancer cette charge avec une règle d'unité par exemple, eh bien relancez-la, vous avez toutes les chances de la réussir et de faire moins que 8, et donc du coup d'avoir moins de figurines exposées une fois que vous aurez tué l'unité adverse. Maintenant, il y a aussi des manières d'empêcher l'adversaire de consolider pour se cacher. Si vous savez que vous allez vous faire charger, vous pouvez essayer d'empêcher que l'adversaire se replie en, entre guillemets, sacrifiant une unité dans laquelle l'adversaire devra consolider. N'oubliez pas, quand un adversaire consolide, s'il choisit de consolider, il n'est pas obligé de consolider, mais s'il choisit de consolider, d'abord, il doit consolider sur une unité ennemie qui est dans les 3 pouces. Il doit rentrer en portée d'engagement d'une unité ennemie dans les 3 pouces. S'il n'y a aucune unité ennemie dans les 3 pouces, alors dans ce cas-là, il peut consolider vers un objectif si ça lui permet de mettre au moins une figurine à portée du pion d'objectif. Et s'il peut faire ni l'un ni l'autre, il peut pas consolider. Mais il peut pas décider de consolider vers un objectif si jamais il y a une unité ennemie dans laquelle il aurait pu consolider. Donc là, par exemple, sur la droite, typiquement, c'est une grosse boulette de ma part, puisque j'ai mes guerriers Kabbalites qui se sont fait charger par les intercesseurs vont les tuer, et ensuite, comme j'ai pas d'unité amie à 3 pouces, ils vont juste consolider en arrière, derrière le mur, sur l'objectif. Pof, j'ai perdu une unité, bêtement, et l'ennemi n'est pas exposé à mes tirs durant mon tour suivant, il est bien caché derrière le mur, et je ne le vois pas. Ce que j'aurais pu faire, c'est d'offrir une unité à l'adversaire dans laquelle il devra consolider à 3 pouces. Il ne pourra pas choisir de consolider en arrière, derrière un mur ou un objectif. Et donc, ensuite, moi je pourrais le taper s'il décide de consolider dedans. S'il décide de pas consolider dedans, il est exposé au tir ou à une charge de ma part. Et donc, concrètement, je suis gagnant. Attention quand même à ce que l'ennemi n'ait pas la capacité de vous tuer les 2 unités dans la même phase de corps à corps. Par exemple, si c'est un L-Brut, un Meta Brutus World Eaters, il va vous tuer une unité, il va consolider dans une autre, vous êtes obligé de le taper parce que toute unité qui est au corps à corps doit taper, et le Meta Brutus, quand on le tape, il retape. Et donc du coup, il va vous redégommer une autre unité. Donc attention à pas avoir ce genre de truc. Et attention non plus à pas faire ce genre de piège avec une unité qui peut vous charger vos 2 unités et tuer les 2. Par exemple, cette stratégie que j'ai mise sur la droite avec mes Talos derrière mes Kabbalites, je la ferai pas contre un pack de 5 gardes Custodes. Parce que les 5 gardes Custodes, ils vont charger mes 2 unités, ils vont mettre les attaques d'un des gardes dans les Kabbalites et les attaques des 4 autres gardes dans mes Talos, et ils vont tuer mes Talos. Mais donc là, sur l'exemple de droite, les intercesseurs, ils pourraient charger mes Kabbalites, mais s'ils le font, ils vont clairement les tuer, mais derrière, ils vont devoir consolider dans les Talos, ou ne pas consolider du tout. Ils seront donc exposés s'ils chargent. Et s'ils décident de charger à la fois les Kabbalites et les Talos, il peut tuer les Kabbalites, mais ils tueront pas les Talos, et les Talos, en retour, vont probablement lui tuer son unité. Ce qui fait qu'il est dans une mauvaise position, qu'il ne va pas charger, et s'il charge pas, c'est à mon tour, moi qui vais le charger, et c'est là qu'il va perdre, lui, ses propres unités. Une autre petite astuce, c'est la bonne utilisation des transports. Les transports à Warhammer 40 000, ils servent à 3 choses. D'abord, protéger une unité de charge très agressive. Il y a pas mal d'armées qui sont capables de faire ce qu'on appelle une Alpha Strike, c'est-à-dire s'ils ont le premier tour, avec un mouvement de scout, un mouvement normal, une avance et une charge, d'aller vous chercher dans votre zone de déploiement et de vous engager au corps à corps. Si vous prenez une Alpha Strike sur une unité, elle est non seulement coincée à votre tour, mais en plus potentiellement l'adversaire l'a détruite au corps à corps. Si vous mettez une unité dans un transport, vous pouvez vous déployer très près de votre ligne, de votre zone de déploiement, très près du No Man's Land, et recevoir une charge comme ça. Au pire, l'adversaire détruit le transport, mais ne détruit pas l'unité qui est dedans.
Ensuite, les transports, c'est très utile pour faire des objectifs secondaires et bloquer le mouvement ennemi quand vous avez débarqué les cargaisons. Un Rhino, c'est quand même OC2, ça peut tenir un objectif, ça peut empêcher des frappes en profondeur, ça peut faire des actions sur la table, ça peut aussi bloquer un couloir de passage pour l'ennemi qui voudrait faire passer un monstre ou un véhicule, il peut pas traverser votre Rhino. Ça permet aussi, les transports, de faire gagner du mouvement aux unités qui sont embarquées dedans. En général, quand on commence à jouer, le transport, on le joue comme on a l'habitude de le voir dans les films de guerre, c'est-à-dire qu'on prend son transport, on le fait foncer bien exposé, bien visible pour essayer de gagner le plus de mouvement possible, l'adversaire le dégomme au tir, l'unité perd 4 figurines, se fait tirer dessus par une autre unité, et en gros, votre transport et votre unité n'ont servi à rien, ils sont juste tout morts. Vaut mieux utiliser les transports comme des tremplins. N'oubliez pas que quand vous débarquez d'un transport, vous débarquez entièrement à 3 pouces de ce transport. Vous avez donc gagné 3 pouces de mouvement par rapport à là où vous auriez été si l'unité était à pied. Sur une unité de base qui bouge à 6, ça lui donne un mouvement de 9 autour où elle débarque du transport. Et certains transports et certains stratagèmes vous permettent même de débarquer à 6, ce qui fait que si votre unité bouge à 6, elle a en fait un mouvement de 12 autour où elle débarque, et ça lui permet quand même ensuite d'aller tirer ou charger si le transport lui-même n'a pas bougé. Donc c'est un gros boost de mouvement, ce qu'on appelle un tremplin, qui vous permet de vous élancer plus loin que ce que vous auriez pu faire si vous étiez à pied. Donc d'abord, pour bien utiliser vos transports, essayez de les mettre dans une ruine haute, mais une ruine basse, ça peut marcher si vous avez un Rhino aussi, il est en général bien caché. Le Rhino, c'est le transport parfait, c'est le petit cube que vous pouvez mettre un peu n'importe où. Maintenant, il y en a de moins en moins pour les Space Marines, parce qu'il y a de moins en moins d'unités qui rentrent dedans, mais même un impulsor, ça se cache globalement assez bien dans une petite ruine. Comme ça, vous n'êtes pas visible des tirs ennemis. Si l'ennemi veut vous charger à travers le mur, il va taper que le transport et pas l'unité qui est dedans. Et si l'ennemi ni ne vous tire dessus, ni ne vous charge, vous pouvez sortir à votre tour avec du coup cette bulle de 3 pouces supplémentaires pour débarquer. Donc là par exemple sur la photo, mon petit Rhino, il est bien caché derrière le mur, on pourrait le charger, mais l'unité qui est à l'intérieur ne risque rien, et on peut pas non plus tirer sur mon Rhino, à moins d'avoir une figurine qui est très haute et qui pourrait voir par-dessus le mur de la ruine. Maintenant, un autre exemple, j'ai mis mes guerriers Kabbalites à 16 pouces du mur, en me disant que comme ça, si l'ennemi a une unité qui est collée au mur, qui bouge à 6, ça lui fera une charge à 10 pouces pour réussir à m'atteindre, ce qui est normalement pas très facile, voire pas faisable. 10 pouces, vous avez quasiment aucune chance de le faire. Là, si mon adversaire a mis son Rhino dans la ruine, eh bien, il va pouvoir, lui, faire quelque chose de beaucoup plus malin. Il va pouvoir d'abord débarquer ses intercesseurs à 3 pouces de l'autre côté du mur, et donc gagner 3 pouces de mouvement. Donc l'unité, maintenant qu'elle est capable de s'activer, de bouger, de charger, elle n'est plus à 16 pouces de mes Kabbalites, elle est à 13 pouces de mes Kabbalites. Ce qui veut dire qu'avec leur mouvement de 6, leur charge, ça devient une charge à 7, au lieu d'une charge à 10. Et une charge à 7, c'est la moyenne, c'est ce que vous allez réussir à peu près une fois sur deux, un petit peu plus qu'une fois sur deux. Donc, c'est beaucoup plus faisable, et mes guerriers ne sont pas du tout en sécurité. Pour être en sécurité par rapport à ce transport, il aurait fallu que je me mette encore 3 ou 4 pouces plus loin, et donc je n'aurais pas pu être sur l'objectif. Donc ça donne une bulle de menace quand vous avez ces transports mis dans les ruines, qui empêchent l'adversaire d'être trop près de vous. Une autre petite astuce, c'est le repli. Souvent, quand on est engagé au corps à corps, on a tendance à pas trop vouloir se replier. Si vous n'avez pas de repli et tir ou de repli et charge, c'est très pénalisant. Vous pouvez vous replier, mais votre unité pourra pas tirer, pourra pas charger, elle peut pas non plus faire d'action pour des objectifs secondaires, donc le seul truc qu'elle peut faire, c'est être dans un coin et compter comme étant dans une des zones du champ de bataille pour une mission secondaire, mais si ça demande de faire une action, elle peut pas, et vous perdez tout son potentiel de tir ou de charge au corps à corps. Donc là, par exemple, sur la droite, mes guerriers Kabbalites, ils sont coincés au corps à corps avec des intercesseurs d'assaut, et en plus, ils sont bloqués par le Rhino pour essayer d'aller sur l'objectif. S'ils restent là, ils vont mourir au corps à corps contre les intercesseurs d'assaut, ils vont les découper. S'ils se replient normalement, avec juste un mouvement de repli, je peux peut-être mettre 1 ou 2 guerriers Kabbalites sur l'objectif, mais ça ne suffira pas à le reprendre parce qu'actuellement, l'adversaire a 2 intercesseurs d'assaut et un Rhino, donc 6 points de contrôle d'objectif. Moi, si je mets 2 Kabbalites, je n'ai que 4, donc je ne lui vole pas son objectif et je ne l'empêche pas de scorer. Donc il y a des fois, il vaut mieux se replier, même si vous risquez de perdre des figurines, voire même vous replier en faisant un test de fuite désespéré. Vous vous repliez, certes votre unité ne peut pas s'activer et peut pas faire grand chose, mais vous redonnez une ligne de vue à d'autres unités de votre armée qui eux pourront tirer sur l'adversaire et éventuellement l'éliminer, ou vous laissez de la place à une autre unité pour charger l'ennemi et le tuer aussi. Ou alors, vous pouvez décider d'utiliser le fait de traverser les figurines ennemies en faisant une échappée désespérée, une fuite désespérée. Ça vous permet de traverser les figurines ennemies, par contre vous jetez un dé par figurine, sur un 1 ou un 2, vous perdez
une figurine de votre unité. Il y a des fois où ça vaudra le coup de le faire quand même, juste pour voler l'objectif à l'adversaire. Imaginons que vous ayez 10 figurines. Si vous en perdez en stade 2 ou 3, bah vous mettez quand même 14 ou 16 dossés sur un objectif, et donc vous le reprenez à l'adversaire. Et ça vaut carrément le coup, même si vous avez perdu quelques figurines. N'oubliez pas quand même que si vous faites un mouvement de repli, à la fin de ce mouvement de repli, on peut vous tirer dessus, on tire un état d'alerte, et donc vous pouvez encore perdre des figurines aussi bêtement comme ça. Mais donc là, par exemple, sur l'exemple de droite, bah, je me suis replié avec mes guerriers Kabalites, j'ai décidé de traverser les figurines ennemies, ce qui cause un test de fuite désespéré. Là, en l'occurrence, mes 5 Kabalites ont réussi leur test, ils sont tous sur l'objectif. Maintenant, en stat, un 1 ou un 2, j'aurais peut-être dû perdre 1 ou 2 guerriers. Si j'en perdais 1, je volais l'objectif à l'ennemi, j'avais 8 dossés et lui seulement 6. Si je perds 2 guerriers, j'ai quand même 6 dossés et je lui conteste donc l'objectif à minima, ce qui fait qu'à son tour, il ne scorera pas, à moins qu'il décide de faire un tir en état d'alerte sur mes Kabalites, mais dans ce cas-là, il a utilisé ce stratagème ici, il ne peut pas l'utiliser d'ailleurs sur la table, et il a dépensé un point de commandement. Donc il y a des fois, la retraite, le repli, c'est la bonne solution, et il y a des fois, il ne faut pas non plus hésiter à tenter la fuite désespérée. Si vous vous rendez compte que statistiquement, vous avez toutes les chances de quand même faire une action qui marche, et ben faites-le, ça mettra votre adversaire dans le vent, et ça vous permettra de scorer des points, ou en tout cas de l'empêcher lui de scorer. Bon, attention quand même, cette fuite désespérée pour voler un objectif, ça ne marche que si vous n'êtes pas ébranlé. Si vous avez décidé vous-même de vous replier et de traverser l'unité ennemie, ce qui cause un test de fuite désespéré, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas ébranlé, vous pouvez contrôler l'objectif. Si par contre vous êtes obligé de faire un test de fuite désespéré parce que vous étiez ébranlé, alors vous ne contrôlez pas les objectifs, et donc l'intérêt de cette manœuvre est en général un peu moindre, sauf si ça vous permet de vous mettre dans une position du champ de bataille. Donc attention, si vous choisissez de faire cette fuite désespérée en traversant l'ennemi, pas de souci, vous n'êtes pas ébranlé automatiquement. Si par contre vous êtes ébranlé et que vous devez faire le test de fuite désespérée parce que vous êtes ébranlé, bon bah là la manœuvre ne fonctionne pas. Alors, une dernière astuce que moi personnellement je trouve un peu crado, mais qu'on voit quand même assez régulièrement en jeu compétitif, c'est ce qu'on appelle les charges slingshot ou les charges fronde, si on voulait traduire ça en français. C'est une manœuvre qui n'est pas très élégante en jeu amical, je trouve, ou en jeu narratif, et vous allez vite comprendre pourquoi. En gros, quand vous déclarez une charge avec une unité sur une autre, le jet de dés doit permettre à votre unité d'arriver en portée d'engagement de l'adversaire. Si vous ne pouvez pas arriver en portée d'engagement, la charge est ratée. Si vous pouvez arriver en portée d'engagement, vous faites ensuite votre mouvement de charge. Chaque figurine qui peut arriver au socle à socle doit aller au socle à socle. Chaque figurine qui ne peut pas arriver au socle à socle doit tout simplement finir son mouvement de charge plus près de l'unité ennemie qu'elle n'a commencé son mouvement. Mais c'est pas au plus près, c'est juste plus près. Vous pouvez la rapprocher d'une fraction de pouce et ça suffit. Ça veut dire qu'une fois que toutes les figurines qui pouvaient socler ont soclé, le reste de l'unité peut bouger où il veut, tant que vous maintenez la cohésion d'unité et que vous finissez ce mouvement plus près de l'unité ennemie. Là, par exemple, sur la droite, les intercesseurs ont envie de tuer les guerriers Kabalites qu'on voit au fond, mais ils voudraient aussi, si c'était possible, aller sur l'objectif à la fin du tour. Une simple consolidation ne permettra pas ça. S'ils chargent tout droit, qu'ils engluent l'ennemi, à 3 pouces, ils n'atteindront pas l'objectif. Par contre, rien qu'avec le mouvement de charge, ils vont pouvoir le faire. Quand vous avez des grosses unités, vous pouvez faire ce qu'on appelle un slingshot, ou ce qui se traduit en français par une fronde. En gros, vous allez faire bouger plutôt les figurines qui sont au fond de l'unité, pour aller bloquer la capacité d'aller au socle à socle du plus de figurines possible. Donc là, sur mon exemple à droite, je vais prendre les intercesseurs qui sont en bas, et je vais commencer par bouger ceux-là pour les amener au socle à socle. Ce qui fait que ceux qui sont plus près n'auront peut-être pas la portée pour venir socler. Donc je vais bouger les figurines qui sont les moins pratiques et qui vont me gêner le plus. Ce qui veut dire qu'après, il me reste plein de figurines qui ne peuvent pas aller au socle à socle et peuvent donc bouger très exactement comme elles veulent. Là, par exemple, sur l'exemple de droite, mes intercesseurs ne peuvent pas tous aller au socle à socle. Il y en a, par exemple, celui de gauche, le Space Wolf, là, il n'est pas à 7 pouces pour socler, donc il ne pourrait pas socler. Je vais donc mettre ce que je peux au contact des Kabalites, et puis le reste va bouger où il veut.
Ce qui vous permet du coup potentiellement d'aller vous poser sur un objectif ou de finir votre mouvement de charge à moins de 3 pouces d'une autre unité que vous pourrez ensuite du coup aussi engager au corps à corps avec un mouvement d'engagement par exemple. Bon, c'est une manœuvre que personnellement je trouve vraiment vilaine, c'est pas du tout narratif, hein, ça colle pas du tout avec l'esprit du jeu qui est de dire je te charge avec mon unité c'est pour te découper, donc mes petits Space Marines ils chargeraient bien tout droit pour essayer de découper le plus de cabalites, ils feraient pas une espèce de mouvement de côté bizarre pendant que leur pote tape, c'est pas du tout, ça colle pas du tout avec l'esprit du jeu. Maintenant en compétitif ça se fait beaucoup pour gagner du mouvement, pour mieux occuper la table, donc c'est des trucs que vous allez rencontrer probablement si vous jouez en compétitif ou en jeu égal, il y a des gens qui vous feront ça, donc soyez-y préparés et éventuellement faites-le si c'est le style de jeu que vous voulez adopter. Maintenant, si vous jouez en partie amicale avec vos potes ou en jeu narratif, ne faites pas ce genre de truc, ça craint, c'est moche, c'est pas du tout l'esprit de la règle, elle a juste été un peu mal écrite, hein, au lieu d'écrire finir le mouvement au plus près, ils ont écrit le mouvement plus près, donc voilà, la règle telle qu'elle est écrite permet ce genre de move, ça a l'air d'être presque même volontaire puisqu'ils l'ont jamais corrigé, mais ça reste quand même un truc assez dégueu, c'est comme les cordons de 20 figurines étalés entre deux objectifs, c'est dégueulasse, c'est pas du tout l'esprit du jeu, c'est pas du tout représentatif ou narratif visuellement, donc ne le faites pas en partie amicale. Par contre, pour du jeu compétitif ou du jeu égal, c'est des manœuvres que vous allez faire régulièrement parce que ça vous permet de marquer des points et donc de gagner la partie. Voilà un peu pour ces petites astuces de jeu. Alors c'est des trucs, c'est pas révolutionnaire, hein. Si vous jouez déjà depuis longtemps, vous connaissez sans doute déjà ces petites astuces, mais si vous démarrez dans le jeu, ça peut vous donner quelques idées de comment bien vous positionner, comment réagir à des mouvements qui vous semblaient impossibles à contrer. Vous disiez peut-être, super, en fait quand l'adversaire me charge, je peux strictement rien faire, je suis coincé, si je m'avance sur l'objectif, il me tue, si je m'avance pas sur l'objectif, je perds parce que je score pas, comment je peux faire pour gérer ça? Et bien voilà, vous avez quelques petites utilisations supplémentaires des règles qui vous permettent peut-être de mieux réagir à ce que votre adversaire fait en face. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous rappelle que j'ai toujours le petit partenariat avec My Hobby Place, le lien est dans la description. Quand vous achetez vos figurines chez eux, vous les payez moins cher que sur le site de Games Workshop, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, bien vous me reversez une petite partie de vos achats sous forme de commission, ce qui fait que moi je peux continuer à vous proposer ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sans doute en début de semaine prochaine pour une petite tier list des unités de Drukhari quand on aura les points du codex et puis comme d'hab le récap de la semaine. Allez, ciao!